Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de campagne électorale sur audio, sur YouTube. Au cours des prochaines minutes, on va analyser la dernière semaine de cette campagne, ou je devrais dire la première, parce que dans les faits, c'était la première véritable semaine de campagne électorale. Notre balado est enregistré tous les vendredis, alors tenez-vous-le pour dit. Et avec moi autour de la table aujourd'hui, Olivier Lemieux, journaliste aux affaires municipales. Bonjour Olivier. Bonjour. Alexandre Duval, animateur de Première Heure, ancien correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale à Québec. Bonjour Alexandre. Bonjour Louise. Et notre invité de la semaine, Émilie Pelletier, journaliste au Soleil. Et c'est votre première véritable campagne électorale, finalement, municipale, Émilie? La première véritable, oui, parce que je suis entrée en poste aux affaires municipales après l'élection de novembre 2021. Donc... D'abord, avec vous, parce qu'on va profiter du fait que vous passez dans notre studio, une petite mise en bouche d'abord sur cette semaine électorale qui vient de passer. Bien, moi, il y a des faits saillants qui ont retenu mon attention cette semaine et je voulais vous questionner à savoir si vous avez entendu parler de tramway, vous, cette semaine. Bien, pas vraiment, effectivement. Hein? Parce que je réécoutais le premier épisode de ce balado, puis on a parlé énormément de transport et cette semaine, dans ce dossier-là, presque rien, pour pas dire un mot. Ouais. Et en 4 ans de courte expérience de couverture de politique municipale, je peux pas dire que ça m'est arrivé très souvent de ne pas parler de transport ici à Québec. On a parlé de plein d'autres choses. Ouais. Alors, moi, c'est ce qui a retenu mon attention. Et c'est vrai, puis d'autant que la semaine dernière, c'est M. Hamad qui voulait imposer le thème de campagne avec ça, le tramway ou non au tramway. Puis visiblement, cette semaine, c'est vraiment passé sous le radar. Merci beaucoup, Émilie. Voici maintenant, en 24 secondes, le résumé de la semaine. On va faire des annonces partout. Mais oui, là, on a décidé qu'on accède notre semaine sur la banlieue. Monsieur Marchand, c'est le roi d'étalement avec ses dernières annonces. On perd pas de temps. Savez-vous quoi? Si vous ne nous voyez pas, on est où? On est sur le terrain. Il y a beaucoup de monde pour qui ça c'est déjà de l'histoire ancienne. Cette semaine, c'est notre 15e entrevue avec les médias. Alors, ça met la table pour cette discussion qui va se dérouler au cours des prochaines minutes, mais on doit quand même commencer avec l'actualité, en fait, ce qu'il y a de tout chaud. Et ce qui retient l'attention vendredi, c'est l'exclusion du candidat David Weiser de Québec Fort et Fier. Le maire Marchand a rencontré la presse vendredi matin pour expliquer sa décision. Bris de confiance parce que M. Weiser n'a pas dévoilé certaines informations financières qui ont fait surface dans le Journal de Québec et parce que M. Weiser n'a pas donné toutes les explications du même coup. On va écouter M. Marchand. Si on ne m'informe pas des choses, et si lorsque je pose des questions, je n'ai pas les réponses aux questions que je souhaite, bien, c'est sûr que le lien de confiance se brise. Et à partir du moment où le lien de confiance se brise, je ne peux plus dire à la population que ma confiance est totale et entière. À partir du moment où elle s'effrite un tant soit peu envers un candidat, je suis obligé de prendre la décision que j'ai prise hier, de retirer ce candidat. Alors, pour faire un peu de contexte, M. Weiser a été élu il y a 4 ans avec équipe Marie-Josée Savard. Il avait fait le saut avec Québec Fort et Fier dans les mois qui ont suivi. Donc, la vérification d'usage, c'est ce qu'on a compris dans cette histoire-là, ne s'est jamais fait vraiment pour lui de la part de Québec Fort et Fier. Et lui n'a jamais d'emblée divulgué les informations concernant son dossier. On parle ici de faillite et d'hypothèque légale. Olivier, d'abord, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision pour M. Marchand de rapidement se débarrasser de son candidat? Ben, écoutez, soyons clairs, c'est jamais une bonne nouvelle quand un chef doit remercier ou exclure un candidat. Maintenant, c'est probablement une bonne nouvelle que ça se fasse maintenant, parce que jusqu'au 3 octobre, M. Marchand peut remplacer M. Weiser dans le district du Plateau. Alors, il va choisir un autre candidat. Vous l'avez bien expliqué, là, il y a un enjeu de confiance. Hein? M. Weiser aurait divulgué ses antécédents financiers à sa chef de l'époque, Mme Savard, mais dans le transfert à Québec Fort et Fier, on ne lui aurait pas posé directement la question et il n'aurait pas donc divulgué ses antécédents. Alors, pour le camp du maire, M. Weiser aurait dû être proactif. Ouais. Il aurait dû montrer patte blanche, comme on dit. Et quand il a été confronté cette semaine, ben, les explications auraient été longues à obtenir. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Ouais. On posait des questions pour aller au fond des choses. Alors, c'est là que le lien de confiance a été rompu. Et pour M. Marchand, il n'y avait pas d'autre issue. On a l'impression, Émilie, que M. Marchand veut aussi donner l'exemple. Hein? C'est comme s'il voulait laver plus blanc que blanc. À la moindre au moindre petit écart, on coupe rapidement les liens. Il a mis rapidement le couvercle sur la marmite pour éviter que la machine s'emballe trop. Et j'ai l'impression que ça vient du fait qu'il a vu un peu ce que ça pouvait faire dans le camp adverse, dans le camp Hamad. Lorsqu'il y a des candidatures qui retiennent trop l'attention, ça devient rapidement source de distraction. Et je pense que c'est précisément ce que M. Marchand a voulu éviter
en retirant rapidement la candidature de M. Weiser. Ben c'est ça, parce qu'Alexandre, on peut se demander si M. Marchand n'avait pas un peu les mains liées, parce que comme il avait commenté plus tôt le départ ou l'exclusion de Napoléon Wu, le candidat un peu toxique de Leadership Québec, est-ce qu'il n'avait pas un peu les mains liées? Est-ce qu'il pouvait agir autrement dans les circonstances? La réponse, c'est non, parce qu'il a dit clairement que d'expulser M. Wu chez Leadership Québec, c'était la seule chose à faire. Remettant en question le leadership de Sam Hamad, qui avait mis 4 jours avant de mettre un terme à son association avec M. Wu. Moi, par contre, je trouve que cette histoire-là, elle soulève plutôt une question intéressante. Est-ce qu'une personne qui a commis des erreurs dans son passé peut aspirer à représenter la population? Puis des faillites, est-ce que c'est vraiment une erreur? Il y en a des dizaines de milliers par année au Canada. Visiblement, équipe Marie-Josée Savard avait jugé que c'était pas un problème, puis que David Weiser pouvait aspirer à représenter la population. Cette semaine, au micro de Première Heure, Bruno Marchand est venu dire chez nous, la vérification des antécédents de nos candidats, c'est du sérieux. Puis il faisait un parallèle avec l'équipe de Sam Hamad pour qui c'était vraisemblablement pas assez sérieux selon lui. Moi, je soulève une question là-dedans. Comment se fait-il que cette vérification-là n'ait pas été faite en 2022? Et soyons honnêtes, en 2022, M. Marchand était à la recherche d'une majorité au conseil municipal. Se serait-il privé d'un conseiller de plus pour cette histoire-là qui, aujourd'hui, mène à l'expulsion de David Weiser? Je soulève la question. Oui, bien, c'est quand même une question intéressante dans les circonstances. Évidemment, on n'était pas là il y a 3 ans quand ça s'est passé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit derrière des portes closes, puis à quel point qui avait le plus gros bout du bâton là, pour faire venir dans son équipe M. Weiser. En même temps, ça soulève aussi la question du leadership, parce qu'on en a parlé beaucoup cette semaine, mais en lien avec l'exclusion de l'autre candidat, celui de M. Hamad. Vous l'avez mentionné, Alexandre, ça a pris 4 jours à M. Hamad à finalement décidé de larguer son candidat. Puis ça s'est fait vraiment dans toute une épopée, en fait, là, parce que pendant des heures, on croyait que M. Hamad allait le garder avec lui. Il disait « j'endosse pas ses propos, mais je le garde avec moi ». C'était devenu assez intenable, Émilie. Bien, c'était devenu intenable et il l'a fait d'abord par voie de déclaration écrite, mais effectivement, durant 4 journées complètes, il a dû se porter à sa défense, remettre un peu la pâte à dents dans le tube. Et je pense qu'à un certain moment donné, lorsque les adversaires commencent à critiquer, lorsqu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la machine s'emballe. Et là, effectivement, c'était des propos qui étaient devenus indéfendables pour M. Hamad et il a voulu sauver la mise. En même temps, dans l'entrevue qu'il a donnée à Radio-Canada la journée même, M. Hamad disait l'important quand on traverse des moments difficiles ou des controverses, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Mais ça lui aura quand même pris, Olivier, 4 jours avant d'arriver à ce constat-là. Et ça fait mal, en quelque sorte, à M. Hamad, qui a eu d'autres problèmes dans le passé, là, depuis le début de la campagne. Aucun doute. Et quand une controverse frappe une campagne, l'équipe d'organisation doit évaluer les impacts potentiels, les effets négatifs, collatéraux. Et moi, dans ce cas-là, je suis convaincu qu'on ne l'a pas fait parce qu'on a minimisé continuellement pendant 4 jours. Le samedi, on l'oublie, là, mais le samedi, c'était les groupes communautaires qui sortaient pour dire cette candidature est inadéquate. Et que répondait M. Hamad? M. Wu est malhabile, mais c'est un homme qui est vrai. Le dimanche, là, c'était les vidéos qui sortaient, des vidéos de consultation publique qui remontaient à 2023, encore des propos durs sur le milieu communautaire. Et là, M. Hamad envoyait son candidat, Daniel Moisan, dans la Haute-Ville. Là. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? La maîtrise du français de M. Wu est pas optimale. Parfois, il y a des déclarations carrées. Encore là, on minimisait. Et c'est le lundi, après des publications ultimes dans les médias sociaux. Et là, c'était dur. Là, c'était on va envoyer les personnes sans abri à la centrale Vétuste Victoria. Des mots très chargés. Et là, M. Hamad a dit, là, c'est assez. On peut pas cautionner ça. L'évaluation des dommages, pour moi, n'avait pas été faite. Oui. Puis par la suite, M. Hamad, on l'a moins vu dans les médias. On a eu l'impression qu'il prenait peut-être un pas de recul pour finalement s'apercevoir qu'il n'avait rien à proposer pour la première semaine de campagne, que son équipe n'était pas bien préparée. Et on va écouter d'ailleurs Stephen Melançon, candidat pour Leadership Québec, expliquer que leur plateforme n'est pas terminée. Nous, on va sortir ce qu'on appelle, nous autres, notre plateforme électorale. On travaille énormément là-dessus. Et puis, on va sortir ça des priorités des districts. On va regarder au niveau de l'ensemble de la ville. On travaille très fort. On a des ajustements à faire, comme vous le savez, mais on connaît parfaitement les enjeux. Savez-vous quoi? Si vous ne nous voyez pas, on est où? On est sur le terrain. Bon, ça, c'est la formule consacrée pour dire quand on ne sait pas quoi répondre en campagne électorale, on dit qu'on est sur le terrain. On l'entend à toutes les campagnes. À chacune des campagnes, puis on va l'entendre encore. Alexandre, est-ce qu'on peut se
permettre de commencer une campagne électorale sans avoir établi les priorités, les engagements, même les engagements dans les districts. On a compris cette semaine que même ça, c'était pas préparé puis ça avait même pas été passé aux candidats. Est-ce qu'on peut se permettre ça dans une campagne municipale? Toute organisation politique qui a un peu de vécu vous dirait non. Au moment où la campagne électorale commence, il faut savoir quelle idée on défend. Il faut savoir dans quel ordre on va décliner ces différentes idées-là. C'est quoi la stratégie de campagne? On va où? À quel endroit? Pour quelles raisons? On s'ajuste au gré de ce qui se passe. Il y a des annonces qui vont être retardées. Il y en a d'autres qui vont être devancées. Mais là, M. Hamad et son équipe se retrouvent devant le vide à participer à des entrevues sans être capables de répondre à des questions de fond sur des thématiques qui sont fondamentales en politique municipale. Et, soyons objectifs, ils n'ont qu'eux à blâmer. J'avais M. Hamad en entrevue pas plus tard que ce matin, vendredi. On n'a pas parlé des frasques qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Je lui ai dit d'entrée de jeu. On a discuté de différentes thématiques et on n'a eu à peu près aucune réponse claire, hormis sur l'enjeu du logement. On sait quel est son objectif maintenant, 60 000 unités de logement en 10 ans. Sinon, on n'a pas eu de précision additionnelle sur aucune autre thématique de politique municipale. Donc, c'est une semaine de campagne à toute fin pratique qui n'a pas permis à M. Hamad d'établir sa crédibilité sur des enjeux. Bon, ils vont vous répondre que la campagne est jeune, que la plupart des choses, ça se passe plus tard en campagne, en deuxième portion de campagne. Même au niveau de l'intérêt des citoyens et des électeurs, souvent, on commence à s'intéresser à ça un petit peu plus tard en campagne. N'empêche, Olivier, quand on pense que M. Hamad nous disait, là, même en coulisses, là, il y a un an, qu'il est en train d'étudier les budgets à la Ville de Québec, qu'il est en train de faire ses devoirs, on est plusieurs à l'avoir entendu. Est-ce que c'est pas surprenant qu'il arrive au début de la campagne, mais pas prêt? C'est incompréhensible. Et moi, quand on dit qu'on doit s'adapter, moi, j'en suis pas revenu que M. Hamad n'ait pas organisé une contre-attaque cette semaine quand il a constaté que son principal adversaire, Bruno Marchand, faisait campagne en banlieue 3 jours consécutifs, là, Louise. C'est pas banal. Moi, les annonces de M. Marchand cette semaine auraient pu être celles de Sam Hamad. 5 000 maisons dans la banlieue, 400 kilomètres de voies routières qu'on va repaver. Ça, c'est des chiffres qui vont résonner. Et ça ressemblait beaucoup à un politicien qui mange le lunch de son adversaire. L'expression consacrée, là, en politique. Regardez, ils jouent sur leur terrain, en fait. Ils jouent clairement sur leur terrain. Seul. Ben voilà, il joue seul. Personne pour lui donner la réplique. Pour M. Marchand, cette semaine, c'était une balle donnée. Oui. Émilie, je vais vous entendre sur le fait que, visiblement, du côté du camp de Hamad, on croit encore à nos chances, mais on sent aussi que tout est tourné autour de M. Hamad. Même si on n'a pas d'engagement clair, là, outre le SRB+, outre l'abolition de la taxe sur les immatriculations, on a l'impression qu'on mise sur lui. Il nous a dit, à première heure, à vous, Alexandre, vendredi matin, qu'il a fait 15 entrevues cette semaine. Il annonce rien, mais il est visible quand même. Et il est visible, mais il évite de se mouiller. Et pourtant, c'est étonnant parce que c'est un politicien qui s'est montré très critique des propositions de ses adversaires, en particulier celle, bien sûr, de M. Marchand, qui est l'homme à battre, disons. Donc, et il donne un peu, en ce sens-là, raison au maire sortant quand il dit que ses adversaires critiquent, mais qu'ils n'ont peut-être rien à proposer en échange. Donc, autant dans le dossier de l'itinérance, dans Saint-Roch, de manière générale, M. Hamad s'est montré très critique et pourtant, il tarde à dévoiler ses propres intentions. Ben oui, on cherche sa vision, son intuition là, vis-à-vis de ces enjeux-là, Alexandre. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est à quelle enseigne loge-t-il en transport, on a une petite idée, mais en logement, en sport, en infrastructure, en fiscalité, gestion des matières résiduelles. Il faut savoir Leadership Québec, c'est quoi si on décide de voter pour ça comme citoyen, citoyenne? C'est pas insurmontable, la situation dans laquelle M. Hamad se trouve à l'heure actuelle. On va se le dire, il est encore en relativement bonne posture dans les sondages. Il y a encore une vague, je dirais pas une vague de fond, mais il y a encore une vague qui porte sa candidature, les gens qui s'opposent à M. Marchand. Donc, c'est pas insurmontable. C'est juste que le temps, à mesure qu'il passe, fait en sorte qu'on va peut-être commencer à manquer de bonnes journées où on va être capable d'avoir le haut du pavé. Et là, l'organisation nous dit, on est sur le terrain, OK, mais on jase de quoi avec les citoyens si on n'a pas encore présenté nos idées? Avec quoi on tente de convaincre les citoyens d'embarquer dans le train de Leadership Québec, hormis le projet de SRB, puis peut-être l'annulation de la taxe, de la hausse de la taxe sur l'immatriculation de 60 $. À l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment ça, les idées qui sont véhiculées pour dire aux citoyens
votez pour nous. On va parler du sondage qui a été publié dans quelques instants. Simplement, Émilie, sur le fait que, oui, on a vu beaucoup M. Marchand en banlieue cette semaine. On a vu que M. Hamad était absent, mais les autres, Respect citoyen, Transition Québec, Claude Villeneuve avec Québec d'abord, est-ce qu'ils ont réussi à tirer profit du fait que M. Hamad était peut-être plus absent puis que M. Marchand allait jouer dans les plates-bandes de d'autres? On a vu Mme Smith, effectivement, convoquée sur le logement. Dès le début de la semaine, elle a présenté son plan. Elle a aussi réagi aux annonces qui avaient été faites en la matière sur le logement du maire Marchand. Donc, elle a pris une certaine place qui lui revient. Est-ce que ça percole suffisamment dans les médias à la quantité d'annonces et de partis qui sont en lice à la présente élection? Je suis pas certaine qu'elle va tirer... son épingle du jeu tout de suite. Hein? Puis on le voit, en fait, c'est ça. La première semaine, on a vu que les autres partis avaient peut-être un petit peu de difficulté à embarquer dans les grands enjeux plus larges. On va parler du sondage parce que ça va assez vite quand même. Je vous fais un petit résumé. C'est un sondage léger publié par Québecor qui a été fait entre le 15 et le 21 septembre, donc jusqu'au déclenchement et quelques jours après de l'élection municipale. 500 répondants en ligne. M. Marchand obtient 27 M. Hamad, 20 puis ensuite, vous avez 9 pour Respect citoyen, 8 pour Claude Villeneuve, 3 pour Jackie Smith et 1 pour Anne Guérette. Les indécis, 27 Petit tour de table rapide sur ce que vous avez pensé du sondage, Émilie. Bien, définitivement une course à deux, hein, on le savait déjà, mais ça montre effectivement, je pense que rien n'est joué pour M. Marchand. C'est d'ailleurs ce que montrait un sondage Somme Le Soleil il n'y a pas si longtemps aussi. En termes de la semaine passée. Oui, en termes de satisfaction à l'égard du travail du maire jusqu'ici, parce que, bon, les 27 d'indécis, ils vont éventuellement se décider. Il faudra voir quel camp ils choisiront de prendre, mais ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Alexandre? Moi, je dirais plutôt course à 2,5. Et c'est là où je trouve que le 9 de Stéphane Lachance et de Respect citoyen est intéressant parce que M. Lachance et M. Hamad, sur plusieurs enjeux, vont dire la même chose. C'est déjà commencé sur le transport en commun, sur la taxe sur l'immatriculation. Il y aura des similitudes en termes de mobilité durable. Je présume qu'il y aura aussi des similitudes une fois qu'on connaîtra les idées de M. Hamad en termes de fiscalité. Faisons attention à M. Lachance parce que c'est un relativement bon tribun qui a déjà une certaine expérience politique qui va peut-être venir jouer dans l'étal de M. Hamad. Les 27 d'indécis, c'est peut-être une bonne nouvelle pour M. Marchand et M. Villeneuve. M. Villeneuve qui tente toujours de se positionner comme l'alternative entre M. Marchand et M. Hamad. Il y a peut-être une petite voie de passage là pour lui. Olivier, sur l'élan dont parle M. Marchand aujourd'hui? L'élan de M. Marchand, moi, je vous dirais qu'il profite beaucoup quand même de la fragmentation de l'opposition. Là. C'est très, très visible dans un sondage comme ça. Moi, je dirais quand même, petite clochette d'alarme là, pour un Claude Villeneuve, une Jackie Smith. Stéphane Lachance a eu beaucoup moins de visibilité dans les dernières années et il est troisième. Là. Alors moi, ça me dit que Claude Villeneuve, Jackie Smith doivent forcer le jeu parce que Stéphane Lachance, présentement, il leur dame le pion. On va écouter M. Marchand et M. Hamad réagir au sondage. Je pense qu'il y a un élan qui est positif. Après ça, là, penser que c'est gagné, là, ça serait la pire erreur. C'est ce que j'ai dit aux candidats mercredi sans connaître le résultat du sondage. C'est comme ça qu'on se gouverne depuis le début de la campagne. Chaque jour est une occasion d'expliquer, d'entendre, d'écouter, de travailler avec les citoyens. C'est ça. Ça a l'air creux, là, mais c'est exactement ça. Ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'un maire, après 4 ans, il est à 27 %. On va regarder aussi dans les sondages. Oui, vous souriez tous. C'est quand même intéressant de les entendre réagir sur un sondage. Hein. De quel point de vue? Comment ils en tirent parti dans ces circonstances-là? Mais moi, c'est que M. Hamad, toutes les entrevues que j'ai entendues aujourd'hui, même hier, là, il ne veut pas réagir, dit-il, sur le sondage, et après, il se lance. Oui, exactement. Exact. Mais Louise, j'ajouterais 20 M. Hamad, 9 M. Lachance, ça fait 29 C'est plus que les intentions de vote à l'égard de Bruno Marchand. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi ces deux partis là. Évidemment, je comprends, là. C'est pas des vases communicants totalement, Alexandre. Non, je le sais, mais quand même, on peut se demander, est-ce qu'ils vont pas se nuire l'un et l'autre tout au long de cette campagne, quand même? Oui. On avait quand même l'impression que M. Lachance irait chercher peut-être la frange la plus radicale anti-tramway. Et 9 quand même, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas
nécessairement ça. Et en ce sens-là, est-ce que les différentes gaffes des dernières semaines de M. Hamad ont apporté des électeurs à se diriger peut-être vers le camp La Chance? Ouais. Faudra voir. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on a un sondage et une photo à un moment précis. On n'est pas capable de savoir si en ce moment, il y a quelqu'un qui a une tendance vers la hausse puis quelqu'un qui a une tendance vers le bas. Là. Donc ça, on n'est pas capable de le savoir. Je trouvais intéressant aussi dans le sondage où on disait, dans les priorités, que le transport, c'est pas la première position. Puis ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt. On n'en a pas parlé, Émilie, de la semaine. C'est le loyer, le coût de la vie, c'est l'itinérance qui sont les deux priorités des gens à Québec. En même temps, c'est pas tellement surprenant, j'ai envie de dire, Émilie. Pas surprenant, mais effectivement, il faut savoir qu'à Québec, le sujet de la mobilité, ça accapare tous les discours depuis des années et probablement même alors que j'étais encore une toute jeune enfant. Donc, mais encore ce matin, le maire citait les résultats d'un vieux sondage qui veut qu'environ les 2/3 de la population de Québec en ont marre de parler de mobilité. Il y a une lassitude. Oui, définitivement. Et on sent que le maire veut tabler là-dessus. Et en ce sens-là, il s'est réjoui ce matin d'avoir été target, si on peut dire, sur ses annonces de la semaine. Il a parlé de logement, il a parlé de toutes sortes d'autres choses, outre le transport. Donc, c'est vrai, il y a peut-être un appétit pour parler d'autres choses, Olivier. Moi, je pense que oui. Et je pense que Sam Hamad va devoir s'ajuster parce que quand Sam Hamad dit qu'il multiplie les entrevues, c'est vrai, il en fait beaucoup des entrevues. Il en fait beaucoup à la radio privée, M. Hamad. Et les radios privées, force est de constater qu'elles ne sont pas en faveur, à différents degrés, mais pas en faveur du tramway. Alors, M. Hamad, lui, à ces tribunes-là, gagne justement à mettre ça de l'avant. Et là, il sort publiquement pour dire ce sera une élection référendaire. Mais est-ce que dans, disons, la tarte générale de l'électorat de Québec, est-ce que c'est ça vraiment qui est payant? Ouais. En tout cas, on voit que les gens s'inquiètent d'accéder à la propriété, s'inquiètent du prix des maisons. Et M. Marchand, là-dessus, il a probablement marqué les esprits. Là. 5 000 maisons en 4 ans, c'est un gros chiffre. Est-ce qu'il va livrer? C'est une autre chose. Là. Alexandre, j'ai envie de vous donner le mot de la fin. Hey boy, gros mandat. Moi, je vois un petit feu jaune pour Jackie Smith, là, qui, à 3 % est probablement loin de l'endroit où elle voudrait être. C'est sûr qu'on ne peut pas faire une adéquation entre les intentions de vote pour la mairie et les intentions de vote dans les différents districts, mais je l'ai dit la semaine dernière et je le redis cette semaine, je pense qu'il y a même un danger pour son propre district avec sa colistière Québec Forte et Fière qui présente un candidat bien connu dans Limoilou. Madame Smith, là, elle fait de bonnes annonces avec le bon ton, elle sait être présente, elle tente de se distinguer sur des enjeux, mais est-ce que ça percole? Est-ce que ça percole? Est-ce que c'est peut-être un petit peu trop à gauche pour la majorité des électeurs de Québec? Elle s'était révélée en 2021. Je présume qu'elle souhaite faire au moins aussi bien qu'en 2021. Puis pour l'instant, c'est pas acquis d'après ce sondage-là. Mais c'est intéressant parce que les gros enjeux sont déjà sur la table au début de campagne. Donc, on a parlé de transport, on est rendu à parler de logement et d'itinérance. Alors, il va falloir qu'ils gardent certaines idées pour la suite des choses. Messieurs, mesdames, merci beaucoup d'avoir été là. Émilie Pelletier, merci d'être passée. Puis on va vous retrouver plus tard dans cette saison. Merci beaucoup à vous. Ça sera un plaisir. À bientôt tout le monde. Bonne semaine électorale. Puis on se reparle la semaine prochaine.